Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, direction l'Éthiopie où une alliance renforcée au Congrès des progressistes s'est tenue, où notre secrétaire général du Rassemblement populaire y a participé. Et enfin dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, un pas vers la justice dans la trêve de Gaza lors de la libération des prisonniers en Palestine. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, dans un contexte de consolidation des relations bilatérales, M. Ilyas Moussa Dawale, secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès et ministre de l'économie et des finances de Djibouti à la tête d'une large délégation, avec l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Hamoud Haïbé, a marqué de sa présence le deuxième congrès du Parti de prospérité, le parti au pouvoir en Éthiopie. C'était hier, au cœur d'une assemblée de plus de 1700 congressistes et délégués. Le thème de la promesse à la pratique a résonné comme un appel à l'action et à l'engagement en politique. Plus de 1700 membres, dirigeants et représentants du parti, plus d'une douzaine de partis politiques alliés à travers l'Afrique et au-delà, ont participé au congrès pour délibérer sur des questions nationales clés et façonner l'avenir de l'Éthiopie. Des délégations internationales d'un large éventail des pays participent au congrès. Placé sous le thème de la promesse à la pratique, le Congrès a mis l'accent sur la nécessité de traduire les engagements politiques en actions concrètes. Ce deuxième congrès du Parti de la prospérité a également servi de plateforme pour renforcer les alliances régionales, rappelant que les délégations internationales ont exprimé leur engagement et ont exprimé leur soutien à l'Éthiopie dans ses efforts de reconstruction et de développement. Parti de la prospérité, de réaffirmer sa vision pour l'Éthiopie, mais aussi de consolider les partenariats régionaux et internationaux. Eh bien, M. Douale, porteur d'un message de soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a salué l'excellence des relations entre les dirigeants, les peuples et les partis politiques des deux nations. L'Éthiopie, sous sa direction visionnaire, incarne l'espoir et la prospérité pour toute la région de la Corne d'Afrique, a-t-il déclaré avec conviction. Le ministre djiboutien a souligné l'importance de la coopération régionale pour affronter des défis majeurs comme le changement climatique, les questions environnementales, unir nos efforts pour bâtir un système économique solide et non seulement est un impératif, mais notre devoir envers nos citoyens, a-t-il martelé. Le succès éthiopien en infrastructure et en agriculture furent applaudis comme des exemples à suivre, démontrant ce que peut accomplir le leadership clairvoyant. M. Douale n'a pas manqué de remercier la Turquie pour son rôle actif dans la promotion de l'amitié et de la coopération dans la région. L'Éthiopie, avec sa récente histoire de réconciliation nationale, a cité comme un modèle de résolution pacifique de conflits inspirant par ses approches culturelles et ses valeurs autochtones. M. Douale réitérait l'engagement indéfectible de Djibouti à renforcer ses liens de coopération, soulignant que la paix et la prospérité de l'Éthiopie sont indissociables de la stabilité et du développement de toute l'Afrique de l'Est. Ces congrès ne marque pas seulement une étape dans le parcours du parti de prospérité, mais aussi un moment charnière pour la vision d'une Afrique de l'Est unie et prospère. Retour à Djibouti. Santé à présent, où c'est une date qui restera gravée dans l'histoire médicale de Djibouti, où sous l'égide du ministère et du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdilé, l'Ordre national des professions médicales a officiellement lancé mardi dernier les deux premières sociétés savantes djiboutiennes. La première, la Société djiboutienne de pédiatrie, présidée par Dr Emma Assina, et la Société djiboutienne de médecine dentaire, présidée par la docteur Oumar Khair Mohamed. Rappelons que ces deux sociétés ont pour mission de structurer et de dynamiser la recherche médicale, d'encourager le partage de connaissances entre les professionnels et de contribuer à l'élaboration de recommandations adaptées aux réalités des Djiboutiens. Leur ambition, améliorer la prise en charge des patients en harmonisant les pratiques et en développant une expertise locale solide. Une cérémonie marquée par des interventions de haut niveau. À cette occasion, plusieurs figures emblématiques du secteur de la santé ont pris la parole pour souligner l'importance de cette initiative et de l'engagement collectif qui l'a rendu possible. Dr Emma Assina, présidente de la Société djiboutienne de pédiatrie, et Dr Oumar Khair Mohamed, président de la Société djiboutienne de médecine dentaire, a dans leur intervention
ont exposé les ambitions et les missions de cette nouvelle entité dédiée à la santé des enfants et à la pratique ontologique dans le pays. Écoutons-les. De la santé infantile à Djibouti, avec ambition, solidarité et détermination, nous poserons les bases d'un avenir où chaque enfant pourra grandir en bonne santé et réaliser son plein potentiel. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. Ensemble, faisons de cette société savante un moteur de changement positif. C'est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole en cette soirée de lancement de deux premières sociétés savantes du Djibouti, pédiatrie et médecine dentaire, en tant que présidente de l'Association djiboutienne de médecine dentaire, pour partager avec vous notre vision, nos ambitions et notre engagement envers l'avenir de la médecine dentaire et la santé bucco-dentaire. Notre association est née d'une réflexion collective, d'une volonté commune entre médecins dentistes du pays, afin que nous sortions de notre isolement, chacun dans son coin à pratiquer le peu qu'il a appris et que nous puissions partager nos expériences, discuter des problématiques auxquelles on est confronté dans notre pratique quotidienne, trouver des solutions ensemble et harmoniser nos protocoles de prise en charge. Cet échange nous a conduit à tracer les deux lignes directrices de notre association qui sont le développement de la médecine dentaire en tant que science médicale, en faisant de la recherche, en réalisant des études à l'échelle nationale et la publication de ces travaux, faits par des Djiboutiens à Djibouti au niveau national et international. Et le docteur Souleymane Nour Aye a rappelé le rôle fondamental de ces sociétés savantes dans l'amélioration des pratiques du développement d'une expertise scientifique nationale. Une grande fierté et une émotion sincère que je prends la parole en cette occasion solennelle pour célébrer le lancement officiel des deux premières sociétés savantes de Djibouti, la société de pédiatrie et la société de médecine dentaire. Ce moment historique est bien plus qu'une simple inauguration. Il symbolise l'aboutissement d'une vision partagée et l'émergence d'une nouvelle étape pour notre communauté médicale. Ces sociétés savantes, initiées sous l'égide de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti, ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans une dynamique de progrès et dans une démarche cohérente qui vise à structurer nos savoirs, à valoriser nos compétences et à consolider nos pratiques. Leur création répond à une attente légitime, celle de voir nos professions collaborer, innover et s'unir autour de la recherche et de la formation continue. Ce soir, nous célébrons donc bien plus qu'un projet. Nous célébrons une vision et une ambition collective. La collaboration entre professionnels d'une même discipline rendue possible par ces sociétés ouvrira la voie à la production des revues scientifiques nationales et à l'élaboration des guidelines adaptés à nos contextes. Ces outils essentiels à l'harmonisation des pratiques reflèteront une approche à la fois rigoureuse et contextualisée, en phase avec les besoins de nos patients et les défis de notre environnement. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a clôturé la cérémonie en réaffirmant le soutien du gouvernement à ces nouvelles entités et en s'engageant à les accompagner dans leurs premiers pas. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole ce soir en cette occasion historique qui marque le lancement de deux premières sociétés savantes de Djibouti, celle de pédiatrie et de la médecine dentaire. Nous assistons à un moment clé dans l'évolution de notre système de santé, un moment qui témoigne de l'engagement de tous les professionnels de santé et particulièrement de l'engagement de l'ordre des professions médicales pour l'excellence médicale, le progrès scientifique et l'amélioration continue des soins. Une société savante n'est pas seulement un regroupement de professionnels dans un domaine particulier. C'est aussi un moteur de connaissances, une plateforme pour l'innovation et un catalyseur pour l'amélioration des pratiques. En créant ces deux sociétés, nous offrons aux pédiatres et aux dentistes de Djibouti un espace pour collaborer, partager leur expérience et renforcer les compétences au service de leurs compatriotes. En tant que pédiatre, moi-même,
Je suis particulièrement ému de voir la naissance de la Société savante de pédiatrie. Et je suis surtout honoré d'être le premier président d'honneur de cette société savante. Les enfants représentent l'avenir de notre nation et leur santé est une priorité absolue. Cette société permettra d'unir nos forces pour répondre aux défis spécifiques qui concernent la santé infantile dans notre pays. La lutte contre la malnutrition, la lutte contre les maladies infectieuses, le trouble du développement et bien d'autres. La création de la Société savante de médecine dentaire est tout aussi significative. La santé bucco-dentaire est souvent négligée, mais elle est au cœur du bien-être général. Grâce à cette société, nous pourrons promouvoir la prévention, améliorer l'accès aux soins et renforcer les compétences dans un domaine essentiel pour la qualité de vie de nos populations. Le ministère de la Santé s'engage pleinement à accompagner ces deux sociétés. Nous mettrons à leur disposition les ressources nécessaires pour leur développement et leur fonctionnement. Direction le nord du pays où la région de Tadjoura a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une soirée musicale et culturelle exceptionnelle dédiée au soutien de Mahmoud Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette soirée musicale et culturelle s'est tenue à Tadjoura pour le soutien de Mahmoud Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La population de Tadjoura a célébré cette candidature historique avec fierté, à travers la musique et la culture. Un moment fort pour renforcer l'esprit de solidarité, d'unité. Cette célébration de la culture, de la musique pour une telle cause est d'une manière inspirante de montrer le soutien à un leader qui pourrait représenter les intérêts de la région, de la nation et de l'Afrique. Optimiste, enthousiaste pour l'avenir. Fort qui avait ainsi renforcé cet esprit de solidarité et d'unité lors de ce soutien à Mahmoud Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette célébration de la culture, de la musique pour une telle cause avait fait d'une manière inspirante de montrer le soutien à un leader qui pourrait représenter les intérêts de la région, de la nation et de l'Afrique. Avant-gardiste et progressiste pour l'avenir prospère et apaisé de l'Afrique. De Hayou à Oukar, de Assarjoug à Arta, en passant par Djibouti-Ville, le peuple djiboutien tout entier affiche sa solidarité totale et sans faille derrière son candidat favori qui est incontestablement un atout incontournable pour l'Afrique. Nous saluons ces choix judicieux du président de la République en la personne de M. Mahmoud Ali Youssouf, dont la candidature fait l'unanimité dans tous les pays. Écoutons le secrétaire d'État au sport. Cette soirée est dédiée pour Mahmoud Ali Youssouf. Mahmoud Ali Youssouf, en quelque sorte, m'a légué aussi pour être aujourd'hui parmi vous parce qu'il n'est pas à Djibouti. Il est en train de sillonner l'Afrique pour récolter des voix. J'ai dit à mon ami Mahmoud, lorsque le sultan et son médjlis te font un dua, il n'y a pas mieux. Toute la région de Tadjoura et toute la République de Djibouti te font constamment des doigts. Je pense que, comme tu es un homme religieux, je pense que tout va se faire. Je dis à mon ami Mahmoud, bon vent, et je pense que on va gagner. C'est un fils de Tadjoura, la ville blanche, avec ses 7 mosquées. J'ai dit 7 mosquées parce que j'ai fait aussi quelque part, je suis de cette mosquée aussi. Donc c'est pour ça qu'il m'a légué et d'être un peu présent avec la population de Tadjoura. Retour à Djibouti où l'Agence nationale pour la promotion de la culture, par le biais de son département des archives, a organisé jeudi un premier atelier de vulgarisation portant sur la réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti. L'événement qui s'est tenu dans la salle de formation
en présence de plusieurs archivistes issus d'établissements publics et de la primature. Adopté, rappelons-le, le 30 septembre 2024, ce décret marque une avancée majeure dans la gestion des archives à Djibouti, structure en 5 titres, composée en 30 articles. Il précise les points, les attributions et le fonctionnement du département des archives nationales, l'accès aux documents archives en question déjà abordés et les relations entre les archives nationales et les administrations publiques, les archives privées et leur prise en charge, les dispositions finales, notamment les sanctions en cas de non-respect. Eh bien, dans le cadre de la mise en application des effectifs de ce décret, est prévu d'une série d'ateliers de sensibilisation conformément à l'annonce de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, par cette initiative, l'ANPC ambitionne de faire ses archives djiboutiennes un patrimoine entretenu et accessible, garantissant ainsi la mémoire et l'histoire du pays pour les générations futures. Écoutons. L'adoption de ces décrets marque une étape essentielle dans la structuration et la gestion des archives nationales. Il vient de renforcer le cadre légal existant et précise les obligations et responsabilités de chaque acteur du secteur public en matière d'archivage. Nous sommes à un moment charnière où la gestion des archives ne peut plus être perçue comme une simple tâche administrative, mais bien comme un levier stratégique pour la transparence, la continuité administrative et la préservation du patrimoine national. L'un des points forts de ces décrets est la clarification du rôle du département des archives nationales, qui devient un véritable centre de régulation et d'orientation pour toutes les administrations en matière de gestion documentaire. C'est l'organe central de l'État qui est chargé de toute question archives au niveau national. Eh bien, le camp de Douarlé de la garde-côte djiboutienne a abrité une cérémonie de clôture sur une série de formations organisées dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et la sécurité maritime dans sa 3e phase en partenariat avec la JICA et sur le projet de renforcement des capacités sur la recherche et le sauvetage en mer avec l'OIM. Cette cérémonie est présidée par le colonel Ouass Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, en présence de M. Harakeishi, ambassadeur du Japon à Djibouti, M. David Mark, adjoint chef de mission de l'OIM, M. Kaneda Masayuki, représentant permanent de la JICA à Djibouti, de la JICA et des forces officiers de la garde-côte japonaise et de la garde-côte djiboutienne. Ces formations dispensées par des experts consistaient sur la pratique des techniques abordage, stoppage et arrestation dont bénéficiaient les membres du groupe d'intervention rapide et ceux du service des moyens navals. En outre, une autre formation sur les techniques de recherche et de sauvetage, toujours dispensée par les experts au profit du service de recherche et de sauvetage. L'objectif principal de cette formation était bien de préparer les agents de la garde-côte djiboutienne qui ont acquis les connaissances adéquates pour répondre de manière professionnelle, efficace aux situations d'urgence par les biais. Ces techniques sont indispensables pour mener à bien les missions en mer afin de renforcer l'application des lois maritimes dans les eaux djiboutiennes. Ces formations revêtent un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne dans le cadre des opérations entre l'institution et ses partenaires internationaux. D'effectifs ont été exemplaires. Leur présence témoigne aussi témoigne de l'engagement fort du Japon à renforcer les capacités de la garde-côte djiboutienne dans un domaine aussi crucial. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude envers la garde-côte djiboutienne pour son engagement sans faille et sa disponibilité tout au long de ce processus. La question de la recherche et du sauvetage en mer demeure un défi majeur. Nous nous souvenons des naufrages tragiques survenus l'année dernière qui ont coûté la vie de plusieurs personnes et du rôle déterminant joué par la garde-côte djiboutienne pour sauver des vies. Avec cette formation et l'acquisition de nombreux équipements, nous sommes convaincus que la garde-côte sera mieux préparée et encore plus efficace dans l'accomplissement de ses missions. Pour sa part, M. Kaneda
représentant de la JICA à Djibouti, à la répétition et à la consolidation, a rappelé que ces techniques sont primordiales dans les missions d'intervention car elles nous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je tiens à féliciter, a-t-il dit, les participants et les inciter à bien mettre en pratique les acquis de la formation. Écoutons-le. Je crois que les participants ont acquis une plus grande conscience en tant que les futurs formateurs. La répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention car elles vous prépareront à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je tiens à féliciter les participants et les incite à bien mettre en pratique les acquis de la formation, de partager leurs connaissances avec les autres membres du garde-côte djiboutien et de superviser la mise en place de ces techniques. Chers participants, comme vous le savez bien, la JICA a fourni les 2 nouveaux patrouilleurs récemment, mais je voudrais souligner aussi qu'une formation régulière, même pendant les périodes où les experts japonais ne sont pas physiquement à Djibouti, permet de maximiser l'impact de l'utilisation des équipements précieux. Au cours de la même période, l'OIM a également mis en œuvre un projet de soutien à la garde-côte djiboutienne avec la coopération financière du gouvernement du Japon. De son côté, l'ambassadeur du Japon a exprimé sa satisfaction de savoir que des experts de la garde-côte japonaise ont contribué à une formation dans le cadre du projet de la JICA ainsi qu'à une formation dans le cadre du projet de l'OIM. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations du projet de coopération technique de la JICA et du projet de renforcement des capacités de recherche et de sauvetage mis en œuvre par l'OIM. La mer Rouge et le golfe d'Aden constituent un corridor maritime stratégique qui a été implanté par environ 20 000 navires marchands chaque année. Il y a également plus de 200 000 migrants qui tentent chaque année de traverser le détroit de Bab el-Mandeb, fuyant les conflits, le changement climatique et les inégalités économiques. Et les naufrages de bateaux transportant des migrants restent malheureusement fréquents. Pour répondre à ces défis, le Japon déploie des soutiens à la garde-côte djiboutienne, notamment par la fourniture des équipements comme les patrouilleurs et la formation du personnel via la JICA. À cet égard, 2 nouveaux patrouilleurs de 35 mètres sont arrivés à Djibouti en novembre dernier. Nous avons également que des experts de la garde-côte japonaise ont contribué à une formation dans le cadre du projet de la JICA ainsi qu'à une formation menée dans le cadre du projet de l'OIM. J'espère la bonne coordination entre les différents projets de coopération mis en œuvre par le Japon en faveur de la garde-côte djiboutienne permettra de créer des effets synergiques efficaces sur le terrain. Et enfin, le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné l'importance de cette formation. Il a ainsi indiqué que, adressé plutôt auprès de son Excellence, l'ambassadeur Hara, sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et indéfectible auprès de la garde-côte djiboutienne. Écoutons un extrait de son discours. Immense plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de clôture marquant l'achèvement d'une série de formations dispensées par les membres de la garde-côte japonaise au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne, à savoir la formation sur les techniques d'arrestation, les techniques d'abortage et de stoppage,
au bénéfice de l'unité des groupes d'intervention rapide et des services de moyens navals de la garde côte djiboutienne. Ces formations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la garde côte djiboutienne sont illustration de la coopération renforcée et fructueuse entre l'institution de la garde-côte djiboutienne et nos homologues de garde-côte japonaises et de l'Organisation internationale pour les migrants visant à doter nos personnels des compétences et des qualités essentielles pour garantir la sécurité de nos eaux territoriales et celui de la région. Le développement des compétences spécialisées est une priorité pour notre institution. Et cette série de formations vient d'enrichir leur savoir-faire technique tout en renforçant leur capacité à agir avec efficacité et précision et professionnalisme. Ces compétences s'acquises et perfectionnées au fil de cette formation sont essentielles pour relever le défi croissant de la sécurité en mer. Je profite de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien indéfectible et leur engagement sincère aux côtés de notre institution dans le domaine de la sécurité et de la sécurité maritime. Notre remerciement s'adresse également à l'ambassade du Japon à Djibouti, à la JICA et l'Organisation internationale des migrants pour leur accompagnement constant qui témoigne de l'amitié et de la coopération entre nous. En bref et en images, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où je vous disais qu'un très échange ce samedi entre otages israéliens à Gaza et prisonniers palestiniens. Et en contrepartie, Israël a fait sortir plus de 183 détenus palestiniens, selon le club de prisonniers palestiniens. Et ainsi, le Hamas, la résistance du Hamas, a fait sortir les alliés américains Keith Segel, qui a été remis ce samedi matin. Israël n'a toutefois pas respecté le cessez-le-feu au sud du Liban pour laisser faire entrer C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.